Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouveau chapitre passionnant de Crystal Clear Electronics 2. Comme vous l'avez peut-être deviné grâce au titre de la vidéo, dans ces quelques vidéos, nous allons parler des ADC, ou convertisseurs analogiques numériques. Le présentateur de ce chapitre sera Daniel Pifko, que vous avez peut-être déjà rencontré dans plusieurs vidéos précédentes. C'est exact. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être de retour et merci à Zola et Julitza de m'avoir aidé pour les vidéos de ce chapitre. Zola et moi sommes tous deux actuellement en master de génie électrique, donc nous avons pu constater par nous-mêmes à quel point les chapitres du programme sont importants et pertinents. Par exemple, ce chapitre nous tient particulièrement à cœur, car dans le cadre d'un projet universitaire commun, nous devons effectuer environ 70 conversions analogiques numériques simultanément, et nous pouvons utiliser les résultats pour mettre en œuvre le contrôle d'une voiture modèle. C'est exact. Dans ce chapitre, nous allons nous familiariser avec le convertisseur analogique numérique du microcontrôleur STM32. Tout d'abord, nous allons avoir une vue d'ensemble de ce qu'il faut savoir sur l'ADC, puis nous découvrirons les options de configuration du module ADC du contrôleur sur la carte de développement, et enfin, nous apprendrons à l'utiliser à travers des exercices intéressants. Si vous n'avez pas beaucoup entendu parler des convertisseurs analogiques numériques, ou ADC, nous vous suggérons de consulter le chapitre 22 de Crystal Clear Electronics 1, où ils sont abordés de manière plus approfondie. Le chapitre 11 a été rédigé par Matt Tradler et relu par Tamas Horvat. Commençons. Tout d'abord, voyons dans quel cas nous avons besoin d'utiliser un ADC. Que fait-il exactement? Nous pouvons mesurer une grande variété de signaux analogiques, température, distance, luminosité, tension, courant et bien d'autres encore. Mais nous devons d'abord tous les convertir en une tension afin que l'ADC puisse les traiter. Cette conversion est effectuée par des capteurs dont vous entendrez davantage parler au chapitre 13. Un autre exemple concret et pratique consiste à mesurer la tension des alimentations sur les circuits, car cela permet de s'assurer qu'elles fonctionnent correctement et d'intervenir en cas de défaillance. Par exemple, si nous pouvons détecter une chute de la tension de la batterie, nous pouvons sauvegarder les données que nous ne voulons pas perdre, en cas de coupure de courant, dans une mémoire non volatile avant que la batterie ne soit complètement déchargée. La tension à mesurer est un signal analogique, c'est-à-dire qu'elle possède une valeur bien définie à chaque instant et peut prendre une infinité de valeurs différentes. En revanche, un signal numérique ne change de valeur qu'à des intervalles donnés, et il ne peut prendre que des valeurs fixes. C'est pourquoi on l'appelle un signal quantifié. Un bon exemple d'un tel signal numérique est un signal d'horloge, qui change de valeur à intervalles réguliers à chaque demi-période entre deux niveaux de tension bien définis. Les microprocesseurs ne peuvent traiter que des signaux numériques, et ce, exclusivement. Les signaux continus doivent être convertis en signaux numériques pour pouvoir être interprétés. Peut-être que les 4 figures suivantes vous aideront à mieux comprendre. La figure en haut à gauche montre un exemple de signal analogique. Après la soi-disant quantification du signal, nous obtenons le résultat représenté par la ligne noire dans la figure en haut à droite. Dans ce cas, le signal reçu ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, mais nous devons suivre le signal d'origine du mieux possible avec des niveaux de signal définis. Cela peut être réalisé si le signal converti prend toujours la valeur quantifiée la plus proche du signal d'origine. C'est pourquoi, dans ce cas, nous voyons la ligne noire sous forme de courbe en escalier et non comme une courbe continue, comme c'est le cas pour le signal d'origine. La figure en bas à gauche représente ce que nous obtenons lorsque nous discrétisons notre signal d'origine. En termes simples, dans ce cas, nous prenons la valeur actuelle du signal à certains intervalles, nous la mesurons, la lisons et utilisons cette valeur du signal comme référence jusqu'au prochain échantillonnage. Dans le cas où nous appliquons les deux transformations au signal d'origine, nous obtenons le résultat illustré dans la figure en bas à droite. En fait, ce qui se passe, c'est que la valeur du signal est mesurée périodiquement, puis la valeur mesurée est arrondie vers le bas ou vers le haut à la valeur quantifiée la plus proche. De façon très simplifiée, c'est ainsi que fonctionnent les convertisseurs analogiques numériques, CAN. Le signal continu sera décrit par une séquence de nombres binaires d'une certaine longueur, et la conversion nécessaire sera effectuée pour nous par le convertisseur analogique numérique. Malheureusement, comme pour tout, les CAN ont leurs limites. Malheureusement, c'est le cas.
puisque nous voulons faire correspondre un ensemble de valeurs infinies à un ensemble de nombres finis, une perte d'information est inévitable. La conversion analogique numérique peut être caractérisée par sa résolution, c'est-à-dire le nombre total de valeurs différentes qu'un signal discret peut prendre. Nous exprimons cette valeur comme une puissance de 2, car nous représentons les valeurs converties avec des bits en binaire. Par exemple, supposons qu'un convertisseur analogique numérique ait une résolution de 10 bits. Dans ce cas, 2 à la puissance 10, c'est-à-dire 1024 valeurs différentes, peuvent être produites à sa sortie avec une valeur maximale de 1023 et une valeur minimale de 0. Cependant, il y a une différence selon que nous utilisons cette résolution entre 0 et 230 volts ou entre 0 et 1 volt. L'échelle complète est utilisée pour caractériser cela. C'est la plage de tension d'entrée dans laquelle la sortie est une fonction linéaire de l'entrée. Si un signal est appliqué à l'entrée et qu'il dépasse la plage, une saturation peut être observée, ce qui signifie que le CAN ne peut pas produire une sortie suffisamment élevée. Dans un tel cas, même si la tension d'entrée augmente, la sortie restera simplement à sa valeur maximale, ou inversement, même si la tension d'entrée diminue, le convertisseur ne produira pas une sortie numérique inférieure à 0. Dans les cas extrêmes, le CAN peut tomber en panne si la plage d'entrée n'est pas respectée. Généralement, cette plage commence à 0 V et se termine à la tension de référence du CAN. La métrique qui exprime le rapport entre la plage d'entrée et la résolution s'appelle le LSB, ce qui signifie Least Significant Bit ou bit de poids faible. Son unité est le volt et elle nous indique, écoutez-moi bien, quelle est la différence d'entrée entre les niveaux de tension correspondant à deux valeurs binaires de sortie adjacentes. Si vous avez compris du premier coup, alors chapeau bas. Mais, pour le dire plus simplement, pour une augmentation d'un LSB de la tension d'entrée, le nombre binaire de sortie augmentera d'une unité dans le cas idéal. Multiplier la valeur binaire obtenue par le LSB donne la valeur de la tension mesurée. Il est important de noter que cela ne nous indique pas quel était le niveau de tension à l'entrée, mais ce que représente la valeur binaire, les différences dues à la quantification mentionnée précédemment. Cette figure illustre ce qui vient d'être expliqué. On peut voir que le CAN échantillonne le signal d'entrée bleu à chaque ligne verticale et ajuste le signal de sortie rouge pour qu'il soit le plus proche possible de la valeur mesurée. On peut également constater que si le signal d'entrée dépasse le niveau pleine échelle mentionné précédemment, le CAN renverra alors la valeur binaire la plus élevée qu'il puisse fournir. Malheureusement, il est aussi facile de voir que les échantillons prélevés sur le signal continu ne décrivent pas correctement le signal d'origine. C'est, bien sûr, une expression nuancée puisque c'est toujours au concepteur de déterminer l'erreur en dessous de laquelle le signal d'origine est considéré comme correct. Dans le cas présent, la conversion ne préserve pas la forme puisque la variation du signal est plus rapide que notre fréquence d'échantillonnage. Heureusement, il existe une solution à ce problème. Pour améliorer cela, il faut échantillonner le signal plus fréquemment, c'est-à-dire augmenter la fréquence d'échantillonnage afin de pouvoir décrire le signal d'entrée plus précisément. Exactement comme tu le dis. Regardons notre signal précédent avec une fréquence d'échantillonnage plus élevée. Vous pouvez voir qu'augmenter la fréquence donne une meilleure représentation du signal analogique que le signal numérique dans le cas précédent, puisque les variations plus rapides sont également reflétées dans le signal numérique. C'était l'information clé concernant les CAN. Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez lire la version écrite du programme sur le site Web. Et restez également à l'écoute pour la prochaine partie où nous examinerons le convertisseur AD d'un microcontrôleur STM32F4. Au revoir. Au revoir.